Mais le point est que c'est un message pour tout le monde. Je suis assez âgé et j'ai presque terminé ma carrière. J'ai publié 14 livres académiques sur le droit international et la politique. Mais pour les plus jeunes, c'est un message. Restez silencieux. Ne vous exprimez pas contre le courant dominant, sinon vous serez annulé ou puni, sanctionné. C'est donc un effet secondaire triste de mon annulation. Bonjour à tous, je suis Pascal, des études de neutrologie, et aujourd'hui je parle avec l'un des universitaires et penseurs publics les plus accomplis d'Europe de l'Est. J'ai avec moi le Dr Rein Müllersson, l'ancien président de la faculté de droit de l'université de Tallinn en Estonie. Rein a obtenu son doctorat en 1985 à la faculté de droit de l'université de Moscou et est devenu l'un des responsables de l'Institut de l'État et du droit à Moscou, ainsi qu'un conseiller direct de Mikhail Gorbatchev. En 1988, l'URSS a nommé Rein membre du Comité des droits de l'homme de l'ONU, et après l'effondrement de l'État, il est devenu le premier vice-ministre des Affaires étrangères de l'Estonie. Plus tard, il est devenu professeur au King's College de Londres et a occupé plusieurs autres postes académiques à travers l'Europe. Malheureusement, en septembre de cette année, l'Université de Tallinn a retiré à Dr Müllersson son statut de professeur émérite parce qu'il a assisté au Forum juridique international de Saint-Pétersbourg en Russie. Aujourd'hui, nous voulons d'abord parler de la liberté académique en Europe et ensuite du développement du droit international et de la manière dont cela s'articule avec la guerre en Ukraine. Dr Müllersson, bienvenue. Merci de m'avoir invité, Pascal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. La semaine dernière, je parlais à un collègue aux États-Unis, le professeur Postol, qui a de gros problèmes à MIT avec la liberté d'expression. Et aujourd'hui, je vous parle, et votre statut a été annulé. Je veux dire, un professeur émérite signifie que vous êtes déjà à la retraite. Mais ils ont annulé ce statut parce que vous avez assisté à une conférence. Pouvez-vous nous en dire plus sur les raisons, ce que l'université avance, et ce que ça signifie pour vous personnellement? Merci Pascal de m'avoir invité ici. Je ne veux pas trop parler de mon cas personnel, mais comme il reflète ce qui se passe dans de nombreuses universités, j'aimerais parler de mon cas et de ce qui se passe dans le monde académique en Europe, par exemple. Mon cas peut être assez exceptionnel. En tout cas, je ne connais aucun autre professeur qui a été privé de son statut d'émérite. Certainement en Estonie, c'était la première fois. J'ai participé à une conférence à Saint-Pétersbourg et peut-être que ma malchance a été de devenir trop célèbre. J'étais sur un panel avec l'ancien président et premier ministre de Russie, Dmitri Medvedev. Cela a été diffusé dans toute la Russie, bien sûr, la réunion du panel, et même dans d'autres pays, y compris l'Estonie. Ce qui est très intéressant en soi, car vous ne pouvez pas regarder la télévision russe ou aucune chaîne en ligne, ni écouter la radio en Estonie, par exemple. En Grande-Bretagne, c'est possible, mais pas en Estonie. Néanmoins, beaucoup de gens l'ont vu et l'ont mentionné. Et au début, il n'y avait aucune idée de m'annuler ou de prendre des sanctions contre moi. Mais ensuite, il y a eu une lettre de 17 personnes à l'université qui ont écrit une lettre très en colère. J'avais été dans un état agressif et ils ont donc exigé que mon statut honorifique soit annulé.
J'en ai donc parlé au directeur de l'université et à d'autres personnes, membres du Sénat, et ils ont estimé que ce n'était pas si grave que ça. C'était donc la réaction initiale, non seulement la mienne, mais aussi celle de la direction. Mais ensuite, progressivement, la question a été reprise par les médias en Estonie. Et vous savez, je me souviens maintenant de ce que William Yeats, le célèbre poète irlandais, a écrit. Je crois que c'était après la Première Guerre mondiale. Il avait un poème intitulé « Le Second Avènement ». Et il y avait des mots, si je me souviens bien, que les meilleurs manquent de toute conviction, et que les pires sont pleins d'une intensité passionnée. C'était probablement le cas. La majorité, les meilleurs, la plupart d'entre eux ne voulaient pas aborder la question et dire avec quelques exceptions, très peu d'exceptions, défendre les libertés académiques, tandis que la minorité était très vocale et en colère. Par conséquent, la majorité silencieuse a vraiment suivi cette question que le recteur et d'autres croyaient initialement que le Sénat ne discuterait même pas, prendrait cette lettre du 17 et la mettrait simplement de côté. Et parce que la majorité est vraiment restée silencieuse et que la minorité vocale a pris beaucoup d'avance, c'est la raison pour laquelle j'ai été annulé. Le résultat a probablement été très controversé et peut-être contre-productif pour ceux qui étaient les initiateurs. Je suis devenu très populaire en Estonie, bien que j'étais déjà assez connu lorsque j'ai travaillé comme premier vice-ministre des Affaires étrangères et à d'autres postes en Estonie. Mais les gens m'avaient déjà oublié parce que la plupart de ma carrière s'est déroulée à l'étranger, à Moscou, à Londres et dans d'autres pays. J'ai travaillé pour l'ONU pendant de nombreuses années et j'avais beaucoup de soutien. Un écrivain estonien célèbre que je ne connaissais pas personnellement a même écrit un article dans l'un des journaux. Il a écrit qu'il y a un dicton en Estonie selon lequel le ton professeur ne ressent ni le froid ni la chaleur à cause de cela. Il ne s'en soucie pas simplement à cause de cette annulation. Ce qui est en quelque sorte correct, car tout d'abord, bien sûr, j'ai un professorat honoraire de plusieurs universités dans le monde entier, même de Chine, vraiment. Je suis Marco Polo, professeur également à l'université de Shandong en Chine, et ainsi de suite, dans les universités d'Asie centrale et dans les universités européennes aussi. Mais le point est que c'est un message pour tout le monde. Je suis assez vieux et j'ai presque terminé ma carrière. J'ai publié 14 livres académiques sur le droit international et la politique. Mais pour les plus jeunes, c'est un message. Soyez silencieux. Ne parlez pas contre le courant dominant, sinon vous serez annulé ou puni, sanctionné. Donc c'est un effet secondaire triste de mon side effect of my counseling. Yeah, I have a question about this or this observation. Oui, j'ai une question concernant cette observation, selon laquelle vous êtes l'un des universitaires les plus expérimentés d'Estonie, dans le sens où vous avez accompli tant de choses et avez été sous les feux de la rampe pendant si longtemps. Vous punir pour quelque chose qui n'est pas un crime, selon la loi estonienne. Il n'y a aucune disposition qui vous empêcherait de le faire. Vous n'avez enfreint aucune limite légale, mais il y a des gens qui estiment que vous avez transgressé une norme qu'ils souhaitent voir respectée. Ils veulent, évidemment, refroidir l'environnement pour empêcher d'autres de suivre votre exemple. Ce genre de pression des pairs, le contestez-vous uniquement pour l'Estonie? Ou pensez-vous que d'autres parties de l'Europe traversent actuellement la même situation, où les gens, les universitaires, ont peur de s'écarter même un peu en termes de leur publication ou de leur réflexion sur, disons, la guerre entre la Russie et l'Ukraine?
Maintenant, il y a une chose, les avocats de l'université ont trouvé une clause. Et c'est que lorsque la guerre a commencé, en février 2022, entre la Russie et l'Ukraine, si je puis dire de mon point de vue, et ce point de vue peut ne pas être bien accueilli en Estonie ou en Occident en général, mais particulièrement dans les États baltes et en Pologne, je dirais pas dans la partie occidentale de l'Europe comme le Royaume-Uni ou la France. Mes vues ne sont pas si exceptionnelles en général en Occident. C'est que je ne considère pas cela comme une guerre tant entre la Russie et l'Ukraine qu'entre la Russie et les pays de l'OTAN ou la Russie et l'Occident collectif dans son ensemble. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai également participé à cette conférence et à d'autres événements en Russie, car j'écris beaucoup sur ces conflits. La guerre en Géorgie, par exemple, dans les Balkans, et maintenant, bien sûr, en Ukraine. Ne pas aller sur place, participer à des conférences et parler aux gens dans la rue, même pas seulement à ceux qui participent à ces conférences, je crois que ce serait tout simplement inacceptable pour ma recherche si j'ai une telle opportunité de voir de mes propres yeux et d'entendre de mes propres oreilles ce qui se passe. Et je parle couramment le russe, vous pouvez imaginer, étant le rédacteur de discours et conseiller de Gorbatchev. Donc je peux le faire assez bien. Et j'ai des amis avec qui j'ai des rencontres quotidiennes. Cela aide beaucoup à mieux comprendre la situation. Mais le point était qu'en 2022, les universités estoniennes et l'université de Tallinn a été la dernière d'ailleurs, ont pris la décision de ne pas coopérer avec les universités russes. Quand j'ai démissionné de mon poste de professeur au King's College de Londres et à la London School of Economics pour aller en Estonie, j'ai également enseigné à l'université de Tallinn et j'enseignais principalement en anglais. Nous avions des étudiants du monde entier, le programme Erasmus était là, et nous avions des étudiants de Russie, de Biélorussie, d'Ukraine, et c'était très bien et intéressant. L'université de Tallinn, au moins, ne voulait pas annuler ses contacts, ce qui, de mon point de vue, est très malsain d'annuler. Mais cette décision a été prise sous la pression des médias. Je ne sais pas si c'était gouvernemental, mais la situation dans la société est telle que l'université de Tallinn a également annulé ses contacts. Et il n'y a pas d'étudiants ou de professeurs venant de Russie ou de Biélorussie. C'est à ce moment-là que j'ai dû cesser les contacts avec les universités russes. Donc ce n'était même pas une université. C'était un grand forum juridique à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, je dirais que j'avais déjà une expérience dans les années 1990, à la fin des années 90. J'ai publié, je crois, au moins 10 articles en Israël, dans des revues israéliennes. Et vous savez, il y a cette politique qui n'est pas une politique gouvernementale, mais néanmoins de ne pas coopérer très étroitement avec les universitaires israéliens. Et quand j'ai publié mon premier, c'était en 1997, probablement un grand article sur un sujet très important, je m'en souviens encore, les missiles avec ogives nucléaires, leur statut juridique. Et je l'ai publié en Israël. J'ai présenté cet article quelques années plus tard pour l'exercice d'évaluation de la recherche qui avait lieu tous les 7 ans à l'époque. On m'a demandé gentiment de ne pas présenter cet article et si j'avais d'autres articles pour le remplacer. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. C'était un grand article dans une revue israélienne, l'une des revues de CUPE, Cambridge University Press, assez prestigieuse. Mais ensuite, j'ai compris que c'était à cause de ce contact israélien. J'ai insisté pour que cet article soit présenté pour cet exercice d'évaluation de la recherche parce que je crois qu'il est faux de ne pas coopérer avec des universitaires et avec des personnes qui sont contre, disons, les politiques de Netanyahou, même à l'époque, et de ne pas coopérer avec eux.
and not to cooperate with them. What about? Alors, qu'en est-il généralement en Europe? Oui, bien sûr, il n'y a pas de liberté académique comme elle existait auparavant de nos jours. Peut-être que mon cas est exceptionnel parce que je ne connais personne qui aurait été annulé pour être allé en Russie ou pour avoir publié dans des revues russes. C'est difficile maintenant. Je n'ai pas publié, ou j'ai publié avant, mais je n'ai pas publié maintenant. Et l'un de mes articles, le dernier article publié en 2023, a été publié dans une revue mexicaine, notamment parce qu'il était un peu difficile de le publier en Occident. Et il était également pratiquement impossible de publier de cette manière dans un journal russe, parce que bien sûr, comme j'ai écrit sur le conflit en Ukraine, il n'y a aucune partie participant activement d'une manière ou d'une autre qui n'ait pas violé le droit international. Donc dans ce sens, mais bien sûr, il y a d'autres raisons. Et par exemple, déjà depuis quelques années, ce sont des questions de genre, de transgenre, etc. Rowling n'a pas été annulée parce qu'il est difficile de l'annuler. Elle n'a pas de poste. Elle est probablement l'écrivaine la plus célèbre au Royaume-Uni, en ce moment, du moins. Mais en France, je me souviens de Sylviane Agacinski, une philosophe, je ne sais pas si les gens la connaissent. Elle est aussi l'épouse de l'ancien Premier ministre de France. Et ses conférences ont été annulées parce qu'elle avait des opinions différentes sur la maternité de substitution, sur ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée, et ainsi de suite. Par conséquent, plusieurs de ces conférences ont été annulées. Et maintenant, bien sûr, la question principale est l'attitude des universitaires envers le conflit au Moyen-Orient, en particulier. Pas tellement la guerre en Ukraine, mais le conflit au Moyen-Orient. L'idée de la liberté académique est une belle idée, mais elle souffre actuellement des mêmes problèmes que d'autres forums publics, à savoir cette répression des opinions non conformistes en Occident, et comme vous l'avez souligné, en Russie aussi. Il serait difficile de publier certaines choses. Vous avez été universitaire sous le système soviétique. Vous avez fait votre doctorat sous le système soviétique. Vous avez vécu cela, et vous avez vécu la transition au fil du temps. Pensez-vous que l'environnement académique d'aujourd'hui, disons en Europe occidentale, y compris en Estonie, est d'une certaine manière encore comparable à ce que vous avez vécu en Union soviétique? L'Union soviétique était-elle historiquement plus restrictive? Avez-vous des réflexions à ce sujet? Do you have any thoughts about this? Yes, I have, of course. I think about it. Of course. Oui, bien sûr, j'y pense. Bien sûr, je dirais que l'Union soviétique était plus restrictive que l'Occident à ce moment-là. Mais c'est pas un compliment pour l'Occident. Car pour moi, en Union soviétique, et surtout quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir, pour les universitaires, c'était une bouffée d'air frais, cette politique d'ouverture. Et vous savez, peut-être une chose à laquelle je n'avais pas pensé à l'époque, quand j'ai écrit ma thèse et même mon doctorat, il y avait 2 diplômes, le doctorat déjà en 85, et je suis devenu immédiatement après cela professeur à l'université de Moscou. Donc c'était en 1985 quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir. Mais avant cela, j'avais écrit des livres très techniques, des essais, des articles ou des œuvres philosophiques. C'était plus sûr. Et non, je n'y ai pas pensé. Peut-être que j'avais un esprit un peu philosophique de toute façon, et je voulais aller à la faculté de philosophie de l'université de Moscou quand j'ai terminé ma carrière sportive. J'étais un assez bon sauteur en hauteur en Union soviétique. C'est pourquoi j'étais à Moscou. Puis je suis allé à l'université de Moscou pour étudier le droit,
parce que quelqu'un m'a dit que les philosophes n'avaient pas de travail. J'ai découvert plus tard que de nombreux bons universitaires soviétiques, pas seulement des physiciens ou des chimistes, qui étaient de célèbres lauréats du prix Nobel, mais aussi des philosophes et des avocats, écrivaient beaucoup sur la recherche historique abstraite. Made historical research. For example, my professor Tunkin. Par exemple, mon professeur Tunkin de l'Université de Moscou avait écrit sa thèse de doctorat sur les réformes juridiques en Grande-Bretagne dans les années 1830, ces fameuses réformes au Royaume-Uni. Et c'était donc la situation, j'avais fait de même, peut-être en suivant mon professeur. Par conséquent, lorsque la période de la perestroïka a commencé en Union soviétique, je suis devenu intéressé par l'écriture sur des questions politiquement sensibles. Donc je dirais qu'il n'y avait pas de liberté académique en Union soviétique. Bien qu'il y ait eu de bons universitaires, ils étaient plus en sécurité en étant plutôt théoriques que pratiques. Donc bien sûr, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, alors en Russie et dans d'autres républiques, il y avait beaucoup plus de liberté académique. Mais peut-être ce que je pense, qui est aussi... But maybe what I think, what is also present here is that Présent ici est que, disons, dans les pays d'Europe occidentale et aux États-Unis, il existe une longue tradition de liberté académique. Cela n'a pas toujours été absolu. Je crois qu'au Royaume-Uni, où j'ai travaillé pendant 18 ans, j'avais presque une liberté absolue d'écrire et de dire ce que je voulais, et tout était également publié. Mais peut-être que dans les anciennes républiques soviétiques, en Europe de l'Est, c'est différent. Les gens étaient forcés de s'aligner avec le Kremlin, de réprimer leurs opinions ou simplement de les changer, parfois sincèrement. Il y a cette habitude. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et a cessé d'exister, il est devenu possible d'exprimer des opinions différentes. Cependant, les opinions acceptées étaient à l'autre extrême, suivant, je dirais, Washington et Bruxelles, et cette habitude de suivre quelqu'un est toujours présente. Et donc, je n'imagine pas que King's College ou la London School of Economics m'auraient annulé. Ils ne se soucient même pas de ces questions mineures. Bien que les éditeurs et journaux grand public ne publient pas souvent, il faut être Henry Kissinger ou John Mearsheimer peut-être pour être entendu par les médias grand public parfois. D'ailleurs, je dirais que je suis probablement le seul Estonien dont les articles ou interviews ont été publiés sur la guerre en Ukraine et qui sont très controversés. Mais néanmoins, il y a des commentaires éditoriaux m'accusant d'être trop proche du Kremlin, par exemple. Et un documentaire a même suggéré que je suis une personne qui écrit presque pour Poutine, parce que non pas que je répète ce qu'il dit, mais il répète ce que je dis. Donc, parce que j'ai été très célèbre dans de nombreuses universités occidentales, maintenant Poutine suit mes conseils. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.